Plus de 37 000 espèces animales sont actuellement menacées de disparition, soit environ 28% de toutes les espèces. Les chercheurs prévoient que d'ici 2100, ce chiffre pourrait atteindre 50%. Des humains se mobilisent et ils aident les animaux menacés à survivre. Mais comme d'habitude, on fait ça de travers. On sauve tellement d'animaux qu'ils finissent par en éliminer d'autres. On en pousse certains à se reproduire, avec pour résultat... Bon, j'ai besoin d'une tasse de café. Vous avez déjà vu des requins zèbres ? Si oui, vous devez vous en souvenir car ils sont mémorables. Le requin zèbre est le seul représentant de sa famille. Il est connu pour sa longue queue et ses taches. Il vit dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Pacifique et Indien et parfois dans la mer du Japon. Malheureusement, la dégradation de son habitat, la pêche et autres activités humaines ont mis cette espèce en danger et elle a maintenant le statut d'espèce en voie de disparition. À Raja Ampat, un archipel d'Indonésie, les requins zèbres ont presque disparu en raison du commerce mondial. De 2001 à 2021, des chercheurs ont passé 15 000 heures à en chercher et ils n'ont trouvé que 3 individus. 3 seulement. Cependant, l'association WeShark, avec l'aide de partenaires dans 15 pays et de 44 aquariums, s'efforce d'élever des requins zèbres en captivité. Il prévoit d'en relâcher 500 en Indonésie afin de contribuer à la reconstitution d'une population sauvage autonome. Ça semble être une bonne idée. Si certains animaux se raréfient dans la nature, on devrait en élever puis les relâcher. Cependant, rien de tel n'a jamais été fait avec des requins qui disparaissent à une vitesse alarmante dans le monde entier. C'est pourquoi les chercheurs s'intéressent au projet de WeShark. Les requins zèbres pourraient n'être qu'un début, une phase d'essai avant d'étudier le retour d'autres espèces de requins. En fait, c'est déjà prévu. Mais il est temps que je vous rappelle de liker la vidéo. Faites-le maintenant avant d'oublier. Le processus d'élevage commence par des œufs de requins zèbres qui proviennent du monde entier. Les œufs de la nurserie d'Indonésie sont expédiés de différents pays comme l'Australie. On élève spécialement pour ce projet des requins adultes de la sous-population d'Indonésie orientale et d'Océanie. Sans le savoir, ils vont jouer un rôle crucial dans la sauvegarde de leur espèce. Les grappes d'œufs provenant de géniteurs viables, les requins reproducteurs, sont envoyées directement à la nurserie. Pas d'inquiétude, les grappes d'œufs de requins zèbres sont très résistantes. Avant l'expédition, les œufs sont inspectés minutieusement pour s'assurer que les embryons sont sains. En outre, on les transporte le plus rapidement possible afin qu'ils puissent s'adapter immédiatement aux eaux indonésiennes. Les œufs sont placés dans ces conteneurs spéciaux où ils attendent leur éclosion. Puis, au bout d'un mois, d'adorables bébés requins d'environ 25 cm de long viennent au monde. Vous les trouvez pas adorables ? Ensuite, on place les bébés requins dans des aquariums où des soigneurs, appelés nounous à requins, s'occupent d'eux et les nourrissent. Les jeunes requins restent dans ces nurseries jusqu'à ce qu'ils aient doublé de taille. Après, on les équipe de balises radio et acoustiques qui permettront de les suivre. Mais ils ne sont pas encore prêts pour la vie sauvage. Après avoir été équipés, ils doivent encore passer du temps dans un enclos marin en compagnie d'autres animaux. C'est un problème commun aux animaux élevés en captivité. Ils n'ont aucune idée de la manière dont ils doivent survivre en dehors de leur enclos ou de leur bassin. Si les requins zèbres ont un comportement normal et qu'ils sont en bonne santé, on les relâche dans la nature. Bien sûr, on les suit de près tous les 2 à 3 mois. Voici une vidéo d'avril 2023 montrant le premier bébé requin élevé en captivité et relâché dans la nature. Au fait, si on a commencé avec des requins zèbres, c'est pas parce qu'ils sont les plus menacés. Simplement, ils sont assez petits, environ 2,50 m de long, ils sont plus faciles à garder en captivité. La plupart des requins donnent naissance à des petits vivants et mettre en place un environnement adéquat est un énorme défi. Mais les requins zèbres pondent des œufs, ce qui est beaucoup plus simple. Malheureusement, comme souvent avec Homo sapiens, on commet parfois des erreurs et il arrive que les efforts de restauration des populations fassent plus de mal que de bien.
À une époque, il vivait des crabes terrestres rouges sur les îles Bermudes. Il y en avait bien plus que d'humains, de bâtiments ou de voitures. Ces crabes étaient partout. Avant 1976, ils étaient si nombreux qu'ils recouvraient les routes telles d'énormes vagues rouges. Naturellement, en raison de leur nombre, on les considérait comme des nuisibles. Ils faisaient des ravages dans les cultures, ils creusaient le sol, ils escaladaient les murs et les fenêtres. En l'absence de prédateurs naturels sur ces îles, les habitants devaient se débrouiller seuls, en recourant principalement à des appâts empoisonnés jusque dans les années 1970. C'est alors qu'on a eu l'idée géniale d'introduire dans leur habitat un de leurs prédateurs naturels, le bioro violacé. Des scientifiques se sont plongés dans les livres d'histoire. Ils ont découvert que ces hérons vivaient autrefois sur les îles, comme beaucoup d'autres espèces de hérons. Simplement, les humains les avaient exterminés. C'est pourquoi la population de crabes était devenue incontrôlable. On a donc réintroduit, non pas l'espèce exacte qui avait disparu, mais une espèce proche, en espérant que ça fonctionnerait. Et ça a marché. Les bioro-violacés ont décimé les populations de crabes sur les îles, au point que certaines espèces ne comptaient plus que 100 à 150 individus. Les crabes des Bermudes se sont ainsi retrouvés au bord de l'extinction. Ces hérons sont très adaptables, contrairement à leurs parents disparus, qui étaient des prédateurs spécialisés ne mangeant que des crabes. Après avoir éliminé les crabes, les bioro-violacés ont commencé à chasser les 5 des Bermudes, une espèce endémique et menacée. On a essayé d'arranger les choses, mais comme d'habitude, ça s'est mal terminé. Avec les grenouilles, c'est plus simple. Il existe de nombreuses espèces de grenouilles que l'on tente de sauver, alors concentrons-nous sur, disons, la rainette faux-grillon de l'Ouest. C'est un bon choix, car sa population est en augmentation au Canada. Avant, ces grenouilles étaient omniprésentes. Et puis, vous savez, on a fait ce qu'on fait partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus en apercevoir que dans quelques endroits isolés et leur habitat ne cesse de se réduire. Les chercheurs ont découvert qu'elles n'habitent plus que 10% de la zone qu'elles occupaient auparavant. Depuis plus de 10 ans, cette espèce est considérée comme menacée au niveau fédéral, même s'il en existe des populations dans d'autres régions du Canada et des États-Unis. Mais on ne peut pas se contenter de hausser les épaules et de dire « il en reste aux États-Unis, tout va bien ». Chaque fois qu'une espèce disparaît, ça accélère la perte de biodiversité dans le monde. Il n'y a pas d'espèce inutile, chacune a sa place dans la chaîne alimentaire. Si l'on retire une pièce, c'est tout l'édifice qui s'écroule. On a donc lancé une mission de sauvetage des grenouilles. Vous avez déjà compris que l'un des meilleurs moyens de sauver une espèce menacée consiste à capturer des animaux dans la nature et à les élever en laboratoire ou en captivité. Ça permet à la génération suivante de grandir à l'abri des prédateurs, de la pollution et autres facteurs nuisibles. Une fois les individus en bonne santé, ils sont relâchés dans la nature pour renforcer la population. Et au fur et à mesure que celle-ci augmente, on n'a plus à se préoccuper de quoi que ce soit. Mais il n'est pas facile de s'occuper de ces grenouilles. Elles sont minuscules et difficiles à repérer dans la forêt humide. Heureusement, leur cri est puissant et les employés du ministère de la Faune du Québec s'en servent pour les trouver. Ces grenouilles se sont révélées très intelligentes. Dès que l'une d'elles était attrapée, les autres cessaient de coasser. Il fallait donc environ 30 minutes pour trouver la moindre petite grenouille. Une fois les insaisissables grenouilles capturées, les employés les ont placées dans des bacs réfrigérés avant de les expédier vers le Biodôme de Montréal, un musée doté d'habitats pour la faune et la flore. En 2008, le Biodôme a tenté pour la première fois d'élever de minuscules grenouilles et de les relâcher dans la nature, mais ça s'est avéré plus difficile que prévu. Ça semble pourtant pas compliqué. Quel était le problème ? Le Biodôme a élevé des têtards qui sont devenus des grenouilles adultes. Une fois sorties de leur sommeil hivernal dans les réfrigérateurs situés en sous-sol, elles ont été placées dans de grands conteneurs à l'aspect naturel pour s'y reproduire. Mais elles ne l'ont pas fait. J'imagine les grenouilles assises ensemble dans les réservoirs, dans un silence gênant. Au cours des années qui ont suivi, malgré l'ajout de spécimens capturés dans la nature et les nombreux efforts déployés pour restaurer leur environnement naturel, les grenouilles ont continué à ne rien faire. Elles avaient même droit à de la nourriture spéciale, de jeunes grillons, des drosophiles et en guise de friandises, des larves de phosteignes. Mais
ça n'a pas suffi. Les biologistes ont alors réfléchi. Comme ces grenouilles s'accouplent au printemps, après avoir hiberné, ils ont essayé de les mettre au frigo pour simuler les conditions hivernales, puis de les asperger d'eau, mais rien ne s'est passé. Ce n'est qu'en 2014 que des chercheurs de différentes institutions réputées se sont associés pour mettre au point des traitements hormonaux censés donner aux grenouilles un coup de fouet. Et ça a marché. Une simple injection et en un rien de temps, les mâles chantaient en chœur, déclenchant une frénésie d'accouplement. En une seule journée, les femelles ont pondu des centaines d'œufs et les biologistes ont poussé un soupir de soulagement. Idéalement, l'objectif est de parvenir à une reproduction naturelle, sans recourir à des moyens artificiels tels que des injections magiques. Mais parfois, on est incapable de reproduire les conditions adéquates. Peut-être qu'à l'avenir, la science progressera, mais pour l'instant, on peut s'appuyer sur cette méthode hormonale qui ne stresse pas les animaux. Regardons de plus près ce qui se passe après le chant des mâles. Une fois les œufs pondus, on les place dans des conteneurs spéciaux remplis d'eau. Les embryons s'y développent, ce qui prend de 3 à 14 jours en fonction de la température. Des étiquettes indiquent la date de ponte des œufs, ce qui permet de suivre chaque étape. Lorsque les têtards émergent, on les nourrit de plancton contenu dans des bouteilles ainsi que d'algues liquides. À mesure qu'ils grandissent, ils reçoivent également des morceaux d'algues et de l'aliment pour poissons. C'est très rapide. Après 2 semaines, les têtards sont prêts. Les chercheurs les préparent aux changements à venir en modifiant leur milieu de vie, en retirant de l'eau et en ajoutant des algues. La transformation complète prend environ 2 à 3 mois, au cours desquels les têtards sont déplacés dans des récipients plus grands et finalement à l'air libre. Ils y sont suivis de près pendant quelques temps. Une fois que leurs pattes ont poussé et qu'ils sont devenus de jeunes grenouilles, on les déplace à nouveau dans d'autres étangs spéciaux. Là, on les étiquette afin de pouvoir les suivre de près. Certaines grenouilles restent au centre pour donner naissance aux générations futures qui contribueront à sauver la population et les autres sont relâchées dans la nature. Mais on ne se contente pas de les relâcher dans l'eau sans précaution. Tout d'abord, on prélève un peu d'eau dans leur futur étang et on l'ajoute progressivement à celle de leur réservoir. Ça leur permet de s'adapter en douceur. Les grenouilles restent dans cette eau pendant quelques minutes pour s'habituer à la température et au pH avant d'être libérées. Les biologistes, tels des parents attentionnés, prennent le plus grand soin des petites grenouilles. Pas parce qu'ils ont du mal à les laisser partir, bien que ça puisse être le cas. La raison principale, c'est que plus les grenouilles sont grosses, plus elles ont de chances de survivre. Bon, on a fait le tour du processus, mais est-ce qu'il fonctionne vraiment ? En 2016, des centaines de jeunes rainettes faux-grillons de l'Ouest, élevées par le Biodôme, ont été relâchées dans des étangs à Saint-Constant, au sud de Montréal, et en 2021, d'autres ont été envoyées au parc national du Mont-Saint-Bruno. Tout le monde se demandait si les grenouilles allaient survivre à l'hiver, mais tout s'est bien passé. 2021, c'était hier, il est donc trop tôt pour tirer des conclusions. Il faudra attendre encore au moins 5 ans pour savoir si les grenouilles se sont bien adaptées au Mont-Saint-Bruno après avoir été élevées en captivité. Mais même dans ce cas, la population pourrait disparaître pour des raisons naturelles, à cause d'un minuscule champignon, ou peut-être simplement d'un printemps exceptionnellement chaud qui assécherait les étangs avant que les têtards ne puissent grandir. Les loutres de mer sont aussi menacées d'extinction, et ça attristerait tous ceux qui connaissent leur adorable habitude de flotter en se tenant par la patte. Malheureusement, leur beauté ne garantit pas leur survie. Du moins, c'était pas le cas au début des années 1800, lorsque le commerce de la fourrure les a prises pour cible. Commerçants russes, espagnols, américains et britanniques se sont battus pour contrôler cette précieuse ressource sur la côte pacifique. La population mondiale de loutres de mer a chuté de 300 000 à seulement 1000 individus. C'est alors seulement que l'homme a réalisé que les loutres n'avaient pas été conçues par la nature pour nous fournir de belles fourrures. Elles contribuaient à maintenir l'équilibre de leur écosystème. Peu après leur quasi-disparition, leurs proies se sont multipliées. Les oursins dévoraient les algues à toute vitesse, réduisant presque à néant les habitats sous-marins, privant les espèces qui dépendaient des algues de leur habitat et de leur source de nourriture. Il fallait y remédier. C'est pourquoi, depuis 80 ans, on s'efforce de faire revenir des loutres de mer tout le long de la côte ouest, de l'Alaska à la Californie.
Et vous savez quoi ? On a réussi. Non, moi non plus je ne m'y attendais pas. En déplaçant quelques loutres issues de populations saines d'Alaska vers leurs anciens habitats, on a réussi à réparer notre erreur. C'était pas gagné d'avance, il a fallu du temps pour que l'écosystème se rééquilibre, mais aujourd'hui, les loutres prospèrent. Elles sont encore considérées comme menacées, mais c'est tout de même encourageant. En outre, depuis leur réintroduction il y a plusieurs dizaines d'années, elles ont contribué à ralentir de 90% l'érosion en aval et en bordure des marais. Accomplir la même chose nous aurait coûté des millions d'euros, alors que les loutres le font gratuitement. Pourtant, tout ça ne s'est pas fait sans heurts. Le retour des loutres a mis en péril diverses formes de pêche, d'aquaculture traditionnelle et de récolte de coquillages par des communautés ingénieuses. Personne n'avait envisagé de telles conséquences. Lorsqu'on a entrepris de restaurer la population de loutres à San Francisco, les pêcheurs de crabes ont craint que ça ne nuise à leur activité, déjà en difficulté. Le problème, c'est que les loutres raffolent des mêmes fruits de mer que les humains. Elles doivent dévorer chaque jour le quart de leur propre poids pour maintenir leur température dans ces eaux froides. Et ça ne se limite pas aux pêcheurs. Les chercheurs ne s'intéressent pas vraiment aux êtres humains car leur tâche est de se concentrer sur les animaux. Mais l'appétit débordant des loutres pourrait nuire au délicat écosystème marin qui s'est adapté à leur absence durant 2 siècles et qui n'est pas préparé à leur voracité. Et comme la loutre de mer est une espèce menacée, les gens qui risquent de perdre leur gagne-pain à cause d'elle ne peuvent pas y faire grand-chose. Dans cette situation, la loi donne la priorité aux loutres par rapport aux autres espèces, qu'il s'agisse d'êtres humains ou de créatures marines. En 2013, des biologistes ont relâché des milliers de bébés crabes royaux du Kamtchatka, plus petits que l'ongle de votre petit doigt, dans les eaux entourant l'île Kodiak, qui s'étend sur environ 9300 km² et est située au large de la côte sud de l'Alaska. Pendant plusieurs mois, 1300 crabes ont été élevés dans des bassins au sein d'un laboratoire afin de servir de groupe test pour un programme d'études et de réintroduction des crabes royaux en Alaska. On en trouve encore en Alaska, mais leur nombre est si faible que leur pêche n'est plus vraiment autorisée. Au cours de la saison 2023-2024, elle a même été strictement interdite car le stock disponible était tombé sous le seuil minimal. Certains biologistes pensent que le déclin de la population de crabes en Alaska est causé par les loutres de mer. Lorsque les loutres ont été réintroduites dans la région, elles se sont répandues dans toutes les directions, elles se sont multipliées et elles se sont régalées de femelles et de petits crabes royaux. Néanmoins, l'idée de réintroduire des crabes royaux dans les eaux locales est toujours à l'étude. Par exemple, dans cette nurserie de crustacés, on élève des larves de crabes capturées dans la nature. Entre 2007 et 2010, la production de crabes royaux de cette nurserie est passée de 1000 à plus de 100 000. Cependant, l'augmentation de la population de crabes pour approvisionner les pêcheurs pose des problèmes. Tout d'abord, ils sont adeptes de cannibalisme. Il est assez courant qu'ils dévorent leurs frères et sœurs ou même leur propre progéniture. Ensuite, il est difficile d'obtenir la bonne couleur de coquilles et de les faire grandir suffisamment vite. Les chercheurs s'efforcent de résoudre ces problèmes. Ils jouent sur le régime alimentaire, le substrat, l'habitat, la température, tout ce qu'il est possible d'ajuster pour voir comment ça affecte les crabes. Vitesse de croissance, nombre de survivants, interaction entre animaux nés en laboratoire et individus sauvages, etc. Si ça semble incroyablement complexe, c'est parce que ça l'est. Élever une espèce en laboratoire demande de la connaître sur le bout des doigts. Pour éviter le cannibalisme, mieux vaut séparer les crabes autant que possible. Voici une femelle crabe qui a donné naissance. On peut voir ses œufs ici. Une femelle adulte porte environ 250 000 embryons et elle peut pondre jusqu'à 15 000 larves par jour. Pas étonnant que les biologistes qualifient de très épuisées les femelles qui viennent de mettre bas. Heureusement, des humains s'occupent des larves à leur place. On les élève dans des cuves de 190 à 1200 litres, ce qui permet d'ajuster pratiquement tous les paramètres. Et on fait pas ça pour le plaisir, ça fait une réelle différence. En 2007, seuls 2% des crabes royaux ont survécu, soit quelques milliers de jeunes crabes. En 2008, le taux de survie est passé à 31% et en 2009 et 2010, il a atteint 50%. Les chercheurs ont réussi à faire atteindre le stade juvénile à plus de 100 000 bébés crabes. Et en 2013, ils ont même pu relâcher des crabes dans la nature.
D'ailleurs, si vous avez des infos plus récentes à ce sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et maintenant, une nouvelle qui m'a fait très plaisir. Au 19e siècle, la grande outarde a été exterminée au Royaume-Uni, mais elle est de retour. La dernière a été tuée en 1832, ce qui fait donc légèrement moins de 200 ans. Aujourd'hui, on compte plus de 100 oiseaux qui se reproduisent à un rythme permettant à la population de se maintenir. C'est un processus lent, mais leur nombre augmente même peu à peu, très lentement, car c'est loin d'être simple. On a retrouvé des fossiles de grandes outardes en Grande-Bretagne, ce qui prouve qu'elles habitent l'île depuis très longtemps. Permettre leur retour semble donc être une bonne chose, mais les outardes ont besoin de vastes plaines pour vivre et se reproduire, et il n'en existe plus en Grande-Bretagne. Les biologistes ont tout mis en œuvre pour élever des oiseaux farouches qui craignent l'homme. Ils sont allés jusqu'à utiliser des marionnettes de femelles outardes pour nourrir les petits et porter d'amples costumes pour dissimuler leur nature humaine. Mais il semble que ça n'ait pas fonctionné. Gertrude, une outarde, illustre bien la façon dont la réintroduction d'espèces sauvages ne se déroule pas toujours comme prévu. Au lieu de s'accoupler avec des mâles, elle recherche la compagnie des humains, car elle s'est habituée à eux. Vraiment habituée. On pourrait croire qu'avec tous ces déguisements, les oisillons ne se souviendraient pas des humains, mais le cas de Gertrude prouve le contraire. Admettons que Gertrude soit une exception. Les chercheurs pensent que certains événements dans sa vie l'ont rendue différente des autres outardes. Il n'en reste pas moins qu'au Royaume-Uni, les conditions ne sont tout simplement pas adaptées à ces oiseaux. Il y a 200 ans, tout allait bien, mais aujourd'hui, il y a trop d'humains et plus assez de terres propices à la nidification. Les outardes nichent dans les champs, mais les fermiers les font fuir, si bien qu'elles ne peuvent pas élever leurs petits sans intervention humaine. Néanmoins, j'ai bon espoir que l'espèce fasse son retour au Royaume-Uni. Et vous imaginez si on faisait la même chose avec le dodo? J'ai bien envie de demander ça au Père Noël. Bon, je pense qu'il est temps que je vous laisse un like. Non, attendez, c'est à vous de m'en laisser un. À plus.